Bienvenue, surprise pour surprise, le troisième gouvernement du régime du nouveau départ en est une, sans conteste. Agréable ou non, les avis sont plus que partagés. 100% Bénin, loin des spéculations, voudrait apprécier la pertinence et la portée des choix. C'est vrai qu'un homme pour remplacer Joseph Diogbenou à la justice, Benjamin Roncanti, voilà pour remplacer le ministre de la Santé Alassane Seydou, désormais au poste de ministre des Infrastructures, poste jadis occupé par Sir Koti et jeté, quant à lui, du gouvernement. En somme, 2 entrées, 2 départs, un jeu de chaises musicales. Rien à voir avec le grand bouleversement annoncé tambour battant. Pour l'essentiel, l'ossature du gouvernement reste invariablement la même. Formation du troisième gouvernement du régime Talon, un remaniement par défaut ou purement stratégique. Les éléments d'appréciation tout de suite et maintenant. Ce sera avec 2 analystes. À ma gauche, lui, l'allant, Maître Alain Oronla, avocat au barreau du Bénin. Il est un observateur très averti de l'actualité sur le continent. Maître Alain Oronla, bonjour. Bonjour, Joël. Merci pour la disponibilité. Je vous en prie. En face de vous, un homme de la plume, Nassis Ressou, journaliste. Il est le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation Palmarès. Nassis Ressou, bonjour. Bonjour, Joël. Merci de nous rejoindre. C'est un plaisir. Oui, il était attendu. Le remaniement, pour d'aucuns, ce sera un véritable bouleversement au sein de cette équipe. C'est la même qui a conduit nombre de projets et sur laquelle compte le gouvernement pour donner vie et corps au fameux projet d'action du gouvernement. C'est enfin connu, mais à l'arrivée, on y observe que 3 changements, si on peut le dire ainsi, 2 entrées, 2 sorties, un changement de portefeuille. Maître Alain Oronla, je me retourne vers vous. Les regards étaient tournés vers un portefeuille, dit-on, très stratégique. Il s'agit du portefeuille ministériel relatif à la justice. Qui pour remplacer Joseph Diogbenou? Beaucoup ont eu à pronostiquer et nombre de noms ont circulé. À l'arrivée, il y a un nom qui n'était pas des moindres, qui était aussi cité. C'est vrai que non, mais il figure de la liste et c'est lui que revient désormais la noble mission de mettre ses pas peut-être dans celui de son frère d'âme. Merci, Joël. D'abord, il y a eu beaucoup de spéculations, mais je ne crois pas que le gouvernement soit à l'origine de ces spéculations. C'est la mode qui a gagné et contaminé tout le Bénin, c'est la mode WhatsApp, où on attend des choses, on attend des bouleversements, mais il n'a jamais été question, publiquement, même officieusement, d'aller à un bouleversement et un chamboulement de l'ossature gouvernementale. On sait le président de la République très avare sur ce genre d'événements. Fait pas de commentaires, il n'en fait pas faire. Il y a un membre qui a démissionné de la Cour constitutionnelle et malgré les appels, les cris, il n'a pas été remplacé jusqu'à la recomposition de la nouvelle Cour constitutionnelle. Donc ce n'est pas forcément le style d'annoncer tambour battant. Et donc s'il y a une déception, c'est une déception qui doit être imputée au phénomène WhatsApp. Alors, grand bouleversement au sein du gouvernement non plus. Il n'y a pas de raison, je veux dire, de procéder à un replâtrage. Un gros remaniement s'opère après, par exemple, des consultations électorales où on veut ajuster la tendance, où on recompose, on remanie totalement l'équipe afin de faire face à des défis, toujours une consultation politique. Nous sommes loin de ces événements et le président de la République, pour moi, n'a pas varié, n'a pas changé de gouvernement depuis son accession à la magistrature suprême. Donc, pour arriver à ce qui nous occupe aujourd'hui, Joseph Diogbenou a été peut-être stratégiquement déplacé vers la Cour constitutionnelle. Il fallait le remplacer. Je crois que c'était le seul événement. Alors, est-ce que c'est une surprise que c'est vrai qu'un homme soit nommé? Non. Pour ceux qui ont suivi l'histoire, c'est vrai, Maxime Quenom fait partie de l'entourage du président de la République. Et ça, on en parle tout à l'heure, on revient sur le profil de l'homme, mais avant, lui, l'avis de Nassis Ressou, qui, comme bon nombre de confrères, attendait cette liste, et c'est en fait arrivé. Vous l'avez obtenu avec
quelle appréciation et peut-être quel sentiment? Bon, je commencerai par le sentiment. Je dirais que pour moi, c'est une grande occasion manquée pour le chef de l'État. Parce que depuis 2 ans, déjà, vous savez que le bilan est très, très mitigé. Et les Béninois attendent beaucoup. C'est vrai que les élections, c'est après les élections, souvent, surtout législatives, qu'on a devant de grands bouleversements autour d'un chef d'État dans son gouvernement. Mais là, un 3e remaniement, c'est déjà de trop. Hein? Vous savez, Boni Yayi, ici, il faut aller un peu de façon comparative. Boni Yayi a fini 2 ans avant de toucher à son premier gouvernement, ce qui n'est pas un 3e gouvernement. Et les attentes des populations ne sont pas vraiment comblées. Donc, c'était une occasion, même si c'était Djogbenou seul qui était attendu. C'est-à-dire, c'est lui qui quitte, c'est lui qu'on devrait. Et si le chef de l'État a eu la largesse, comme son pouvoir lui permet, les thèses, d'aller à d'autres fauteuils ministériels, on pouvait attendre un grand bouleversement, à dire qu'il remue un peu, question de donner une raison à ceux qui attendent, parce qu'il n'y a pas encore de résultat. On espère plus, mais si on ne change pas une équipe qui gagne encore, mais là, l'équipe ne gagne pas. Et comme ils ne prêtent attention à aucun son de cloche derrière, ben là, ils foncent. Donc, c'est en quelque sorte un sentiment vraiment très mitigé aussi à mon niveau. On pourrait saisir l'occasion de faire mieux, de faire plus. Et ça donne l'impression que, est-ce que, en dehors de ceux qui sont dans ce gouvernement, si Patrice Talon n'a plus des hommes de confiance, des hommes qualifiés pour faire le travail autour de lui, s'il ne se résume qu'à ces personnes autour de lui, c'est-à-dire ses amis, ceux qui ont mouillé le maillot pour lui sur le terrain, et pas plus ceux qui lui ont rendu service dans un passé récent, dans tel ou tel dossier, et c'est fini. Des hommes de confiance, des hommes de qualité, il n'y en a-t-il plus? En tout cas, au cours de cette émission, on appréciera, oui, Séverin Quedhomme, c'est lui qui hérite désormais du fauteuil ministériel de la justice. On en était là. Ce profil, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous, qui êtes un habitué, pour ne pas dire un locataire de longue date de la maison de justice. Écoutez, c'est vrai, Maxime Quedhomme n'a pas moins de mérite que Joseph Djogbenou ou bien d'autres. Sur un plan personnel, je dirais que c'est un ami connu de longue date et qui ne manque pas de qualité professionnelle. C'est sur le terrain politique que la chose est un peu plus délicate, puisque je ne lui connais pas d'engagement politique à part le partenariat qu'il a noué avec le chef de l'État, dont il est aussi l'un des avocats, l'avocat personnel. Il a été un compagnon d'infortune, entre guillemets, lorsque le candidat Patrice Talon, ou M. Patrice Talon, était en exil. Et j'étais dans l'élan de vous expliquer ou de vous révéler que c'est sans surprise pour nous qui connaissons un peu la maison et le sérail, le portefeuille de la justice, dès le départ, s'était déjà joué entre Joseph Djogbenou et lui. Alors, même s'il donne l'impression de bouder son plaisir, ce n'est pas une surprise, quoique le personnage s'en est défendu pour moi qu'il soit là. Et c'est le style du président de la République, c'est-à-dire son regard se tourne vers son entourage immédiat, des gens avec qui il a déjà travaillé, et qui est un peu comme si ça allait sonner comme une récompense. Mais on va aller au-dessus. Moi, je lui souhaite bon vent, bonne chance. Il continuera sans doute à appliquer la politique, on va dire, un peu caporaliste du gouvernement. Ça, c'est une ligne politique et je crois qu'il a le profil et les atouts, n'est-ce pas, pour en imposer. Ceci étant, effectivement, on peut être déçu quand on est observateur de la vie politique que le gouvernement le remaniement se soit limité à un réaménagement technique où le président de la République a montré qu'il n'est pas dans le calendrier des observateurs politiques, parce qu'il y a un événement majeur que nous attendons, c'est les consultations électorales de 2019. C'est bientôt. Alors, c'est vrai que politiquement, il pouvait être intéressant, n'est-ce pas, de réaménager son équipe et de préparer une équipe de combat, une équipe de campagne, ou alors de changer un peu la monotonie inspirée par l'équipe actuelle. Mais chacun son style et le président et ses objectifs.
Et le président de la République nous a déjà démontré à plusieurs occasions qu'il est peu sensible au climat, aux aléas climatiques, aux critiques, aux récriminations, aux interrogations, aux interpellations. Il reste ferme dans sa démarche et donc, quand on sait ça, ce qui est arrivé n'est pas du tout étonnant. Oui, Narcisse Hessou, hier, Joseph Diogbenou, avocat personnel du chef de l'État, Séverin Kenob, avocat personnel du chef de l'État, mais aussi l'un des proches du chef, exactement comme Joseph Diogbenou. Les mêmes causes produisent, dit-on, les mêmes effets. Mais pour autant, est-ce qu'il n'y a pas une certaine marge de manœuvre au niveau du nouvel élu? Oui, bon, vous savez, il a le mérite, c'est son job, il est du domaine, contrairement aux médecins qu'on a amenés au transport. On y revient. Oui, on y reviendra, c'est que là, le problème ne se pose pas d'abord. Secondo, le chef de l'État a le droit de nommer qui veut, simplement qu'il puisse remplir les critères, c'est-à-dire qu'il puisse avoir les compétences nécessaires pour le faire. Et de trois, maintenant, le maître a eu à le souligner tout à l'heure, c'est un homme de main. Je n'ai pas dit que non, c'est dit autrement. C'est un homme de main. Qu'est-ce que ça signifie un homme de main? Vous savez, dans ce sulfureux dossier d'empoisonnement, on a vu M. Séverin Kenob défendre Zoubera, nièce du chef de l'État, défendu par l'homme de main de Patrice Talon. Ouais. Donc, déjà parti de là, et durant la période électorale, pour ceux qui sont bien indiscrets, pour glaner quelques images et quelques informations, il a mouillé le maillot. Il a mouillé le maillot. Et je reviens encore maître tout à l'heure qui disait qu'il a fallu de peu qu'il soit nommé ministre de la Justice en lieu et place de Joseph Diogbenou. Donc, aujourd'hui, et comme je l'ai dit en l'entame, c'est qu'on récompense les fidèles des fidèles. On nomme pas pour les Béninois d'abord. On nomme pas pour les Béninois. Non, c'est vrai que c'est-à-dire la justice, c'est les Béninoises là, dans le cas actuel, mais c'est d'abord merci aux amis de l'homme, merci à ceux qui nous ont aidés à ci et à ça. Donc on remercie d'abord les amis, on ne fait que remercier l'entourage. C'est pourquoi j'ai eu tout à l'heure à demander est-ce que on ne pourrait pas trouver. Et tout donne l'impression qu'en dehors des amis fidèles, des combattants, avocat personnel, vous avez dit, du chef de l'État, Joseph Diogbenou, c'est vrai, avocat personnel du chef de l'État. Bon, laissons les citoyens eux-mêmes en faire le décryptage pour comprendre que, bon, est-ce qu'on nomme réellement dans l'intention pour régler les problèmes des Béninois ou on nomme pour ses propres affaires? Mais n'est-ce pas un peu abject lorsqu'on parle de remerciement? Hier, c'est un peu ce qui a été vécu et aujourd'hui, on est dans une nouvelle philosophie. Et vous avez suivi aussi l'homme. Pour lui, il n'est pas question de remercier, mais d'abord le mérite. Alors, est-ce qu'il ne se pose pas juste là un problème d'acquaintance, un hasard? Je veux vous demander en quoi vous avez vu Patrice Talon honorer ses engagements depuis qu'il a pris le pouvoir. Bon, malheureusement pour vous, c'est moi qui pose ici les questions. Alors, vous ne l'avez jamais vu honorer ses engagements, vous? Non, ça dit tellement d'événements se passent que les Béninois seront pris d'amnésie à oublier. N'oublions pas d'abord que c'est le candidat qui nous a promis 16 membres du gouvernement. Aujourd'hui, on a 16. Donc, en rien, c'est-à-dire, il y a toute une série. Les cadres qui seront nommés par un répertoire de compétences, vous en avez aujourd'hui. Donc, tout ça là, c'est du bluff. C'est du bluff. On ne sélectionne que par son bon vouloir. On s'en fout de ce qu'on a promis. On nous a promis qu'une presse beaucoup plus libéralisée, motivée. Aujourd'hui, on en est où? Donc, ceux qui sont encore de se mettre le doigt dans l'œil et qui pensent que ce qu'on a vécu hier et qu'on a décrié, que ce n'est pas avec ça qu'on surfe aujourd'hui et qui ne veulent pas se réveiller de leur sommeil pour voir en face ce que nous traversons, pour se dire les vrais et prendre des dispositions. Idoine, ça dit quoi? Plutôt se rendre compte qu'on s'est leurré et savoir désormais où on doit continuer par faire la marche. Alors, la question se pose-t-elle vraiment en ces termes où il s'agit d'une accointance ou
et savoir-faire et affinité rivalisent. Écoutez, j'ignore les intentions qui sont derrière ces actes qu'on dénonce, mais le fait est que les actes révèlent une certaine affinité, une préférence pour ses amis. Je ne fais pas partie de ceux qui trouvent qu'il y a des hommes de main. C'est amusant, je m'en défends d'ailleurs, ne serait-ce que par amitié, mais tout donne l'impression que le président a ses hommes, et c'est son droit, et on ne va pas lui faire un procès en sorcellerie ou lui imputer un délit de proximité avec ses collaborateurs. Ceci étant, effectivement, il y a une forme de surdité et même de cécité dans les résultats. Nous devons, à l'évidence, de reconnaître que la machine n'a pas fonctionné. Le PAG, qui a été salué ici, peine à donner des résultats et n'en donne pas du tout. On n'en parle plus. 2 ans se sont écoulés sans qu'il ne se passe rien. Non, vous n'êtes pas là bien informé. On continue d'en parler. Il y a des campagnes de sensibilisation pour une appropriation plus approfondie. Oui, quand je parle d'en parler, c'est-à-dire de se rendre compte des résultats, de parler, de faire les bilans, les inventaires. C'est prévu par le programme d'action lui-même. Il y a des bilans trimestriels ou semestriels qui doivent être faits. Donc si après 2 ans et demi, on parle encore de sensibilisation, je ne sais pas qui on va sensibiliser. Ceux qui doivent être sensibilisés sont les acteurs et qui doivent mettre les choses en œuvre. La méthode de gouvernance, on a l'impression que, effectivement, ce n'est pas forcément pour répondre aux objectifs annoncés, mais plutôt pour avoir des gens sûrs d'exécuter la mission que l'on voudrait. Je peux me préoccuper des autres secteurs, je parle du mien. La volonté du gouvernement, c'est certes de nettoyer les écuries d'Augias, mais c'est surtout d'avoir des hommes sûrs pour essayer d'en imposer à la maison justice. Et dans ce rôle, je ne doute pas que Maître Quenom a des qualités remarquables. C'est de cela dont il s'agit. Maintenant, le président de la République est élu, il a été plébiscité et tous les hommes politiques l'accompagnent. Donc c'est difficile de porter la charge et d'imputer la responsabilité à un seul homme lorsque nous avons on a un paysage politique qui dans son ensemble, dans son unanimité, dans son unanimisme soutient cette méthode de faire. Voilà. Oui, ce sont les faits. Autre fait, c'est le poste très stratégique, celui-là aussi, de la santé. C'était attendu par les acteurs du milieu, à ce qu'il paraît, pour ceux qui n'ont pas bien comme retour. Le ministre d'alors, Alassane Seydou, n'y est plus, mais l'homme ne quitte pas le gouvernement. Désormais, il a charge de conduire le ministère, celui-là aussi, très stratégique d'ailleurs, des infrastructures. Vous avez commencé par en parler, Nassis Hessou, Alassane Seydou. C'est l'homme à plusieurs compétences à ce qu'il paraît. Il faut, pour la mémoire, rappeler qu'il a été aussi ministre de la décentralisation. C'était alors sous Yahi. Avant de faire valoir ses compétences dans son marigot, si on peut le dire, cadre avéré dans ce secteur-là, au niveau du ministère de la Santé, on pourra apprécier le bilan très rapidement. Mais aujourd'hui, c'est l'homme qui doit aussi conduire les rênes au niveau des infrastructures. Bon, je me dirais, est-ce que la subtilité n'a pas encore agi là ? La subtilité. Bien sûr que oui. Ça ne doit pas étonner si on amène un médecin au transport, simplement parce que, aux infrastructures, simplement parce que celui qu'on a remplacé, Sirkoti, beaucoup se posaient la question de savoir est-ce que Sirkoti, c'est lui réellement qui gérait ce ministère. Vous savez que ce secteur préoccupe beaucoup plus les infrastructures. Aujourd'hui, les marchés qui se sont passés, tout ce qui se fait dans ce ministère, est-ce que on n'a pas simplement mis Sirkoti là avant pour chapeauter tout cela? Vous savez que le ministre qui était resté là est revenu, comme Yahi faisait revenir ses anciens collaborateurs. Khomé est là, logé au palais encore pour le même secteur des infrastructures. C'est lui qui a cédé à Sirkoti. Donc, s'il ramenait aujourd'hui Alassane Seydou aux infrastructures de transport, la question ne se pose pas, il sera là. C'est juste peut-être qu'on a voulu amener Benjamin Humpati à la santé.
Bon. Vous ne voyez pas une compétence, un savoir-faire? Non, le problème ne se pose pas parce que Khekhoumé est toujours là. Et vous savez, Khekhoumé aussi, homme de main, je dirais encore, de Patrice Talon. Donc le problème ne se pose pas, même si le torchon a brûlé un peu entre les deux. Les raisons politiques ont fait que la réconciliation n'a pas tardé à venir et il est toujours dans le couvent. Donc le problème ne se pose pas si c'est santé, on peut même amener un mécanicien là, le ministère... Non, mais vous n'allez pas dire ça. Non, je n'ai pas dit qu'il est... est... Un portefeuille stratégique, certainement qu'il y a quelque chose à faire valoir. Bien autrement, sûr que oui, ça dit, pas. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas du domaine que le secteur va en souffrir, parce qu'il sera là et le secteur sera géré. Et quand Sikoti, sincèrement, quand on nommait Sikoti, j'étais avec un proche à lui, dans le temps quand on le nommait, il m'a dit, oh, dis donc, qu'est-ce qui amène mon parent là dans cette galère-là? Parce que là, le connaissant, il ne pourra pas donner le résultat tant attendu. C'est un homme qui n'aime pas se salir les mains. C'est un homme qui n'aime pas aller au-delà de ses limites. Et si on les jette aujourd'hui, je dis, Si Sikoti, pourquoi ce départ? Oui, c'est la question que certains se posent. Mais quand on vient au gouvernement, c'est aussi pour partir, être à l'heure là. C'est vrai, et il y a peut-être des choses qui se disent, qui se passent entre les deux. On ne sait pas si c'est le ministre lui-même qui a voulu rendre le tablier, jeter l'éponge, j'en sais rien, tout est possible. Mais Monsieur Ressou parle d'hommes de main, je me rends compte qu'il y a aussi des hommes de paille. Et effectivement, le système est tel que, disons-nous la vérité, il y a beaucoup de ministères et beaucoup de secteurs qui sont gérés depuis la présidence, ce qui est aussi dans les prérogatives du président de la République. Bon, maintenant, ce qui motive les choix des personnalités, on n'a pas forcément besoin d'un avocat au ministère de la Justice, ça ne suffit d'ailleurs pas. L'avocat peut savoir très bien faire son métier d'avocat, ou le magistrat peut savoir très bien faire son métier de magistrat, et n'avoir aucune aptitude à penser un système judiciaire ou à faire observer l'application des règles. Et sous le gouvernement actuel, je suis très critique parce que j'ai plutôt le sentiment qu'on a décidé de mettre la maison sens dessus, sens dessous, pour parvenir à des résultats donnés officiellement pour faire la chasse aux sorcières. Il y a des sorcières, il faut en chasser, mais dans le respect des règles. Vous êtes sérieux en tant qu'homme de droit, parler en ces termes? On entend l'homme de rue parler de chasse aux sorcières, mais écoutez, l'homme de droit... mais quand on parle de chasse aux sorcières, il y a des sorcières. Il y a des sorcières, il faut les chasser. Moi, je n'ai jamais été intimidé ou indigné qu'on fasse la chasse aux sorcières et qu'on l'assume. S'il y a des délinquants dans la République, s'il y a des fossoyeurs de l'économie, il faut les traquer, il faut les poursuivre. Ce que j'objecte, c'est les méthodes. Je veux dire, on ne va pas sous ce prétexte, quand bien même il y a des règlements de compte politiques en arrière-plan ou en arrière-fond, tordre le cou aux règles. Je dis, on peut nettoyer proprement, c'est-à-dire... Alors, on revient au cas, oui, Alassane Seydou, hier, ministre de la Santé, l'homme désormais appelé à faire valoir ses compétences au niveau du très stratégique secteur des infrastructures. Il se dit, la presse se dit qu'il n'a pas été à la hauteur de ses responsabilités au ministère de la Santé. Je ne sais pas si le ministère des Infrastructures mérite moins d'attention ou moins d'aptitude, je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, le ministère des Infrastructures, c'est réussir à boucler des contrats, réussir à attribuer des marchés, percevoir les taxes, les frais dans les domaines des transports, les concessions aéroportuaires, etc., etc. Je crois que le PVI a vidé de son contenu ce ministère. Donc, si je me suis défendu d'utiliser l'expression homme de main, de là, on a besoin juste d'un homme de paille et il signera tout ce qu'on voudra qu'il signe. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alassane Seydou, oui, au niveau des infrastructures, pour d'aucuns, non seulement la question de l'opportunité de ce positionnement, mais au-delà de l'opportunité du maintien de l'homme au sein du gouvernement. Narcisse Ressou, oui, sont nombreux les confrères à s'interroger sur le parcours de l'homme, son bilan
il serait celui à même de pouvoir spontanément lui-même rendre le tablier. On lui reproche d'avoir maladroitement conduit ce que donc on a appelé le bras de fer, ça nul autre pareil, depuis les années 90, alors au niveau du secteur de la santé, qui est resté comme on connaît. Ensuite, le très sulfureux dossier des médicaments, où on se demande pourquoi et quel a été le rôle du ministère public dans ce dossier. Mais l'homme reste toujours au sein du gouvernement. N'est-ce pas plutôt les analystes qui apprécient mal la vision du chef que la mission accomplie par ce dernier? Oui, vous savez, c'est un terrain politique et c'est là où le chef de l'État n'a pas vraiment l'écoute franche. Il n'a pas la capacité de faire autrement, on dirait. Le maître disait tout à l'heure qu'il n'a pas donné résultat au niveau du ministère de la Santé. Et si, au niveau de Circotti, qui ne peut pas faire au-delà de ce qu'on attendait peut-être de lui, alors il y a aussi des hommes de paille, comme il a dit. Donc, il peut venir se reposer au niveau du ministère des Transports. Question de satisfaire le Grand Nord. Parce qu'il y a l'électorat du Nord. Et ça compte beaucoup. Qu'on les jette voudra dire qu'il faut encore pas des gymnastiques, des mécanismes. Ramener quelqu'un du côté septentrional au gouvernement pour pouvoir faire un peu le jeu politique. Donc, le maintenir là, c'est pour faire rêver nos concitoyens de l'autre côté. Il est au transport, peut-être que tout Parakou sera bitumé, comme le chef de l'État a déclaré, aucune rue de Parakou ne serait sans être bitumée. Donc, peut-être qu'il est venu pour faire le miracle, pour qu'on puisse observer que les infrastructures à Parakou ont vraiment accompli les vœux du chef de l'État. Donc, c'est pour faire rêver les concitoyens du côté septentrional, c'est pour réussir à le mettre là pour ne pas fâcher. Une touche politique, au-delà de tout, dans cette nomination? Probablement, je dis probablement, parce que je sais que le président de la République est un stratège, mais il n'intègre pas forcément les données politiciennes. Je veux dire, un homme du Nord, on peut en trouver d'autres, il y en a au gouvernement d'ailleurs. Je ne crois pas que ce soit le critère prépondérant du maintien de l'ancien ministre de la Santé. Peut-être est-ce dû, et savez-vous, il a été récupéré depuis Yahi. Et vous avez fait une analyse tout à l'heure, le président de la République a pour lui ce mérite de récompenser ceux qui l'ont aidé et d'être même fidèle. Il l'a dit, il a déclaré plusieurs fois concernant par exemple M. Olivier Bokor, c'est un ami et donc j'assume tout. Alors si Alassane Seydou, qui était membre du gouvernement Yahi, tout comme M. Pascal Irénée Koupaki ont été récupérés, c'est qu'il y a de bonnes raisons et je sais que notre président ne fait rien pour rien. Il ne fait rien pour rien. Oui, un choix aussi qui a amené certains à se frotter les mains, d'autres à observer quelques réserves, c'est celui du docteur Benjamin Rompati. C'est lui qui a appelé désormais à accompagner les très attendues réformes au niveau du secteur de la santé. On se rappelle tout le tollé qu'il y a eu au niveau de ces réformes. Pour l'instant, c'est l'hibernage, dit-on. Mais les choses reprendront de plus belle dans pas très longtemps. C'est une espérance que ça reprenne pour que le secteur ne soit pas à nouveau paralysé. Maintenant, c'est tellement le recul aura permis qu'on puisse bien peaufiner les choses pour mieux les faire. Et un peu dans sa peau de syndicaliste, peut-être qu'il saura conjuguer le même verbe avec ses amis d'hier, aujourd'hui ministre. Bon, on verra le résultat qu'il donnera désormais, mais par rapport aux réformes, moi j'ai toujours des inquiétudes. C'est-à-dire, chaque fois que le gouvernement recule, c'est pour arriver autrement. C'est-à-dire, ceux qui revendiquaient hier, on ne les entend plus et les dossiers passent. Et comment? Tu seul sais. Prenez le secteur portuaire. Ceux qui se sont levés, ceux qui ont fait lever de bouclier hier, on ne les a plus vus. On ne les a plus entendus. Comment c'est réglé? C'est pas dessous de table, c'est à quel niveau c'est réglé, comment ils se sont tués, comment ils ont disparu, comment les réformes ont été, on n'a plus rien su. Donc, craignons encore la même situation au niveau de la santé. C'est un recul pour revenir certainement en force. Et quand on prend quelqu'un de leur milieu, même s'il est un peu centriste, je crois qu'il va pouvoir faire avaler la pilule cette fois-ci.
Oui, le docteur Benjamin Honkmati, ce n'était pas forcément attendu, mais il y est désormais à relever les défis jadis non atteints. Je crois savoir qu'il était à la mairie de Calabi, non? C'est pas lui? Non, c'est pas lui. C'est vrai qu'il est aussi proche du chef, très écouté à ce qui paraît. Et rien à voir avec la RB. Non, aucun lien avec la RB. Écoutez, la réforme du secteur de la santé, la réforme hospitalière, je crois que c'est une œuvre titanesque qui ne saurait être conduite par un homme aussi puissant, aussi fort. C'est un secteur qui doit être maintenu par l'ensemble du gouvernement et d'ailleurs par la collectivité. Alors qu'on amène David ou Goliath dans ce secteur, je crois qu'on est dans la bonne logique de la composition de cette chaise musicale dont vous parlez. Et donc je n'ai pas de critique particulière à adresser à ce monsieur dont la mission est de remplir les vides. Je crois que la nature a horreur des vides. Il faut un ministre de la Santé. Monsieur Seydou est resté là. Un autre docteur vient. On verra. Voilà. On verra, oui. Très rapidement, les concernés en sont entrés en fonction et doivent commencer à dérouler les travaux comme c'était attendu. Les chantiers qui sont en vue au niveau d'un certain nombre de ministères, je vais prendre le ministère de la Justice. Comment, par exemple, vous les entrevoyez dans les tout prochains jours? Assez de dossiers chauds, pour faire simple. Assez de dossiers chauds. Ce qui m'a scandalisé d'abord par rapport à ce ministère et via l'Assemblée nationale, c'est comment on a vidé le code pénal. C'est comment on a vidé le code pénal, nuitamment, même s'il y a eu 2 ou 3 jours juste consacrés à 1007 articles, j'ai eu comme impression que si le ministre Diogbenou ne vidait pas ce dossier avant de partir, que ce ne serait jamais vidé. C'est l'impression que ça m'a donné quand j'ai appris que c'est avec 15 députés qu'on a fini par l'adopter à 2h du matin. Je me suis posé la question de l'urgence, de pourquoi 1007 articles concernant la vie des citoyens béninois. Est-ce qu'on ne pourrait pas y mettre un peu plus de sérieux? On parle de dossiers chauds, des chantiers. C'est un chantier qui n'était pas achevé, on peut prendre le temps. Peut-être que le maître m'en dira le contraire. Mais ce qui concerne la vie de nos concitoyens, devant la justice, j'ai simplement imaginé qu'on pouvait aller mollo et non vider de cette façon-là. Et ce qui pourrait expliquer qu'on s'en fout, c'est qu'il y a un objectif à atteindre, voter à l'Assemblée, ça va passer devant la Cour constitutionnelle, celui qui a envoyé le projet à l'Assemblée se retrouve aujourd'hui à la Cour constitutionnelle. Donc on s'en fout du reste, ça dit qu'on a un objectif, on a quelque part où on va, on y fonce, tête baissée. Tant pis pour ceux qui traînent la part. Ah oui, Maître Alain Roland, vous avez sans doute suivi, beaucoup ont suivi, et on voulait mieux comprendre, c'est un dossier très volumineux, je ne trahis aucun secret. Il est de ces députés qui ont clamé ne pas maîtriser vraiment toute la portée du document. Ils continuent par le lire. Mais surprise, le dossier a été, voté comme il a dit, et passé comme une lettre à la poste tôt le matin, 2h du matin. Et c'est vrai, le garde des Sceaux a défendu ce qui était perçu comme crainte, appréhension. Il a essayé de les apaiser devant la représentation nationale avant de passer de l'autre côté. Et oui, désormais, il sera question pour lui de poursuivre aussi ce dossier, comme l'a dit Narcisse Ressou, d'en apprécier la portée. Or, dans le fauteuil peut-être du président, ce sera à lui de valider sa portée. Ce dossier, vous en avez connaissance? Vous parlez du code pénal? Tout à fait. Mais écoutez, c'est vrai que M. Ressou a mis le doigt sur un problème majeur. C'est un problème? Oui, c'est un gros problème, puisqu'on ne peut être juge et partie. Et voilà que le code pénal a été voté sous l'impulsion du ministre garde des Sceaux, Joseph Diogbenou, au pas de charge, il faut le dire, et que les éventuelles erreurs coquilles seront appréciées par la même personnalité dans d'autres habits. Donc, il y a un problème de légalité, même de constitutionnalité, tout simplement de contrôle qui se pose avec beaucoup d'acuité, et ça devrait inspirer nos dirigeants à faire attention. Je dis, ça, c'est un réel problème. Quelle va être son attitude? Il ne va pas, dans le fauteuil de la Cour constitutionnelle, se déjuger. Donc, il n'est pas évident qu'il soit vigilant sur d'éventuelles erreurs.
Voyez-vous, donc ça pose un problème. Mais ceci étant, je vous rassure, il y avait urgence. Nous fonctionnons et la vie des sociétés, la vie des concitoyens était régie par un code pénal issu de la colonisation, avec des incriminations qui n'ont aucun sens. C'était un code vraiment obsolète, un code indigène. Hein? Donc vous avez des aberrations et de l'autre côté des lacunes où vous avez beaucoup d'infractions qui ne sont pas qualifiables et qui ne pouvaient pas être poursuivies sous donc ce code issu d'une ordonnance de 1958. Et c'est un vieux projet qui a végété, qui a dormi pendant de nombreuses mandatures dans les tiroirs de l'Assemblée. Donc je crois que l'essentiel a été fait dans le fond. Hein. Il y a des choses... Par exemple, je pense qu'on n'a pas eu suffisamment le temps d'aller vers les incriminations que nous avons écoutées tout à l'heure dans la revue de presse. Je dis par exemple des infractions concernant les importateurs et les commerçants de produits frelatés. C'est vrai que ça pose un problème, mais je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment bien légiféré sur les sanctions applicables, sur les poursuites, etc. etc. Donc, ce code a végété, ce projet a végété pendant très longtemps et a été malheureusement voté à la hâte. Encore une fois, un style de gouvernance. Je crois que Joseph Diogbenou a voulu laisser son empreinte en tant que garde des Sceaux pour qu'il soit retenu que quand il était garde des Sceaux, le code de procédure pénale a été adopté, c'est vrai, le code pénal a été adopté. Je crois que c'est plutôt la recherche de cette reconnaissance qui a pris le pas sur le recul qu'il fallait pour faire un travail très efficace. Mais ceci étant dit, je pense que globalement, c'est une avancée positive pour le droit, pour nos législations, et que les mandatures à venir pourraient toujours être invitées à corriger ou à compléter ce qui aurait manqué dans l'adoption de ce dossier. Séverin Quenom, vous l'attendez dans les tout prochains jours sur quel dossier? Ah, vous savez vous-même, beaucoup de citoyens qui ont eu des postes de responsabilité hier et qui sont en milieu politique, qui sont en adversité politique avec le régime actuel, sont dans le rétroviseur, et beaucoup attendent quand même qu'après Diogbenou, qui sera à ce poste, puisse savoir raison garder, c'est-à-dire faire les choses. Mais quand ça vient comme ça, est-ce qu'il faut attendre autre chose? On n'attendra pas autre chose que de rester dans le même feeling, dans le même schéma. Peut-être que le personnage, là, c'est-à-dire le comportement du personnage maintenant en action, fera qu'on va vivre les choses autrement, peut-être avec moins de fougue, avec beaucoup plus de tempérance, mais ce sera toujours même stratégie. Même stratégie, oui. Alors, je voudrais personnellement réagir, moi qui connais les deux personnalités. Je vais vous dire une chose. Nous avions au moins pour bémol et pour motivation des critiques adressées à l'endroit de Joseph Diogbenou son passé d'activiste, puisqu'il a été engagé dans la société civile, ses discours, les principes qu'il a fait siens et avec lesquels il s'est retrouvé en contradiction. Donc on pouvait agir là-dessus pour lui dire attention, monsieur le garde des Sceaux, vous vous reniez, vous vous déniez. Et ça n'a pas eu beaucoup d'effet sur lui. Il a maintenu le cap, il a fait ce qu'il avait à faire. Avec Séverin Martin Quenom, qui n'a aucun antécédent politique. Ça devient plus facile, non, pour lui? Qui n'a aucun antécédent politique et donc il ne peut se voir reprocher être en porte-à-faux, en contradiction avec ses engagements passés. Tout devient possible. Je veux dire, ben oui, bien sûr, il est vierge de toute virginité et il peut aller dans tous les sens qu'on voudrait. Et moi, je peux vous garantir, connaissant le personnage, que c'est sans état d'âme et d'une main de fer qu'il conduira le ministère de la Justice, je le dis en toute amitié. Et donc, ce que veut le chef, et d'ailleurs il le voudra même mieux, et même plus que le chef, et donc les prochains jours vont être très chauds. Mais je reste serein, puisque on se connaît, on est entre nous, on se parle, et donc forcément, ça se fera dans les formes requises. C'est vrai qu'il faut mettre de l'ordre, que ça soit pour des règlements de compte politique, que ça soit avec des arrière-pensées perfides, nauséabondes, mauvaises. Notre pays est trop sale, et peu importe d'où vient la salubrité, peu importe, je crois qu'il faut nettoyer, mais il faut nettoyer
dans les règles de l'art, dans les règles démocratiques. Et c'est ça le combat des professionnels du droit, des magistrats, des avocats, etc. C'est pas autre chose, c'est pas des différents politiques. Le défi immédiat pour aller sur un secteur, à moins que Nassis tienne à ajouter un mot. Non, je veux demander au maître que ce combat-là, pour que tout puisse se faire de façon démocratique, est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils vont gagner ce combat? Parce que là, nous, citoyens observateurs, on n'en a pas l'impression, parce que tout passe et tout passe. Tout passe. Oui, mais ainsi va la vie. Je veux bien répondre. Nous qui sommes dans le combat et dans la résistance, tant qu'il y a à faire, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, on continue. Mais ce n'est pas seulement le combat des acteurs de justice. En fait, moi, je réagis, surtout en tant que citoyen, c'est le combat de tous les citoyens. Nous sommes peut-être une minorité à maintenir la veille de choix faits par l'immense majorité. Donc, c'est le travail de tous pour qu'on appelle nos autorités à respecter les tests, à les faire respecter et à ne pas les transformer, les changer tout simplement parce que ça les contrarie. Donc, moi, je reste optimiste. On a résisté, on a traversé beaucoup d'époques. On a connu un général, un président Kérékou, qui n'a pas été invité, qui n'a pas été élu démocratiquement, qui s'est imposé. Mais après, on a réussi quand même à le ramollir, après beaucoup de dégâts. La présidence Soglo n'est pas forcément ce qu'il y avait de plus pacifique et de plus idéaliste. Les 10 ans du président Yahi Bouni, on a trouvé à redire, mais on a réussi quand même à sortir de là. On sortira aussi de ces périodes un peu tourmentées, agitées, sans pour autant que ce qui doit être fait ne se fasse point. Alors, on appelle, on résiste, on parle à nos autorités, tout ce que nous faisons, par exemple cette émission, contribue, n'est-ce pas, à les mettre en garde et à les inviter à la raison et à ne pas franchir certaines lignes rouges. Ah oui, pas de ligne rouge à franchir, on l'espère. Niveau santé, très rapidement, quelle reste votre grande attente? Vous savez, niveau santé, jusque-là, on ne va pas attendre qu'il y ait l'hôpital de référence sous-régional qu'on nous a promis, mais qu'il y ait l'urgence de remettre un tant soit peu le CNHU debout, parce que c'est ce que nous avons encore et ce qui s'y passe est criminel. Et je trouve que le pouvoir tourne son regard quand on ferme l'entrée principale qui est du côté de la présidence et on ouvre du côté de la morgue. C'est comme on ne veut pas vous voir aller mourir par là-bas. C'est l'impression que ça me donne. Il y a du travail à faire là. Et en attendant de sortir des projets, de sortir des maquettes, qu'on sauve des vies, qu'on remette les citoyens debout, qu'on leur permette de se soigner beaucoup plus dignement, contrairement à ce qui se passe au CNHU actuellement. Et je crois qu'un syndicaliste hier se retrouvé dans un fauteuil ministériel. Un syndicaliste doit défendre une corporation, certes, mais il doit penser aussi à ce pourquoi il est dans cette corporation-là. Et là, c'est un appel que je lui lance pour que la vie des citoyens, la santé des citoyens soit beaucoup plus préoccupante, parce que là, c'est un drame. Oui, sur la question. Et ça va être en même temps votre mot de la fin. Vous avez parlé, non, mais c'est un secteur le plus important d'ailleurs de notre pays. Vous avez parlé d'actes criminels qui se passent au CNHU. C'est plus que ça, c'est génocidaire. Et c'est une question de moyens. Je veux dire, aucun homme ne peut rien faire au CNHU si on ne reprend pas la formation, et c'est dans tous les secteurs, si on n'injecte pas des dizaines, voire des centaines de milliards. Et on ne va pas faire peser sur le ministre entrant, qui ne pourra rien, la responsabilité de choix au plus haut niveau. Le CNHU a besoin de 50, 60, 100 milliards pour se remettre en ordre, d'une formation et d'une reprise en main, d'un sursaut moral de nos médecins. Et tant qu'au sommet de l'État, on ne fera pas ces choix prioritaires et qu'on préférera orienter des centaines de milliards vers d'autres secteurs, ça ne marchera pas et nous répondrons tous. N'oublions pas que quels que soient les efforts qui sont faits, c'est toujours les pauvres qui en pâtissent. Parce que les gouvernants ont toujours les moyens et les gens aisés, le président de la République l'a rappelé, ont toujours les moyens d'aller se faire soigner ailleurs, d'aller faire accoucher leurs femmes ailleurs, mais les pauvres populations périssent
tous les jours. Je crois qu'il y a au moins une cinquantaine de morts au CNHU pour des bêtises, coupure d'électricité, poche de sang qui manque, pas de radio, pas de scanner, voilà. Faut y Formation du troisième gouvernement, président Patrice Talon, un remaniement par défaut ou stratégique. Ce sera votre mot de la fin. Écoutez, la vie continue. Et la vie continue. Oui, Narcisse Hessou, en quelques secondes. Les citoyens attendent beaucoup plus. Merci à vous, Narcisse Hessou. Merci, Maître Alain Oronla. Mesdames, Messieurs, ce fut, vous le savez, un plaisir renouvelé de vous savoir toujours en notre compagnie. 100% Bénin pour le numéro du jour, c'est bientôt du passé. Cette citation du philosophe et économiste français et père de la chimie moderne, Antoine Laurent de Lavoisier, je le cite, « Il est donc vrai que l'exercice de toute vertu sociale, des services importants rendus à la patrie, une carrière utilement employée ne suffisent pas pour préserver d'une fin sinistre et pour éviter de finir en coupable. Un peu d'attention et on peut éviter le piège. » Mesdames, Messieurs, merci une fois encore. À demain.